messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Les fidèles chrétiens en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays célèbrent ce dimanche la fête des rameaux qui marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L'événement précède la fête de Pâques. C'est le début de la semaine sainte. La passion du Christ et sa résurrection seront commémorées. La Côte d'Ivoire est à l'honneur à Washington, aux États-Unis. Le Premier ministre Amadou Coulibaly a rencontré le nouveau président du groupe de la Banque mondiale en marge des assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale va accompagner la Côte d'Ivoire dans ses projets de développement. Abidjan abritera du 16 au 20 avril prochain les championnats d'Afrique d'athlétisme des cadets et juniors. Avant le coup d'envoi de la compétition, le conseil exécutif de la Confédération africaine d'athlétisme tient sa réunion et son congrès électif pour trouver le nouveau président de cette instance. Enfin, dans le nouvel homme fort du pays, le général Abdel Fattah Bourhan promet la rupture avec le régime du président déchu, Omar El-Béchir. Hier samedi, quelques heures après sa nomination à la tête du conseil militaire chargé de la transition, il a fait la promesse d'ouvrir un dialogue avec les partis politiques pour évoquer l'avenir du Soudan. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Nous sommes dimanche, journée importante pour les fidèles chrétiens d'ici et d'ailleurs. Ils ont célébré aujourd'hui la fête des rameaux, à savoir l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le dimanche des rameaux précède la fête de Pâques. Il marque le début de la semaine sainte, une semaine au cours de laquelle les chrétiens commémorent la passion du Christ et sa résurrection. Godfrey Okambawa. Selon les versets bibliques, 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus vient à Jérusalem. La foule l'acclame lors de son entrée dans la ville avec des rameaux. C'est en mémoire de ce jour que les fidèles catholiques de la paroisse Quasi-Divine Miséricorde des Deux Plateaux célèbrent également la fête des rameaux. Nous rentrons dans un temps fort qui est la semaine sainte. C'est la semaine la plus importante dans la vie de notre Église. Et dans cette semaine-là, nous célébrons de manière concentrée le mystère du Christ. Depuis la fête des rameaux jusqu'à la résurrection, nous célébrons. Et déjà à la fête des rameaux, on entrevoit la résurrection du Christ. On entrevoit non seulement sa mort, mais sa résurrection aussi. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, des paroles chantées par des fidèles pour porter Jésus en triomphe. Nous sommes tout émus, nous sommes heureux et nous savons que de maintenant, là, nous rentrons dans la semaine sainte pour aller en Pâques. À l'église méthodiste unie Canaan de Cocody-Angré et à l'église du Christianisme céleste des Deux Plateaux, l'heure est à la louange en faveur de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. L'arrivée de Jésus-Christ nous porte la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas louer Dieu. Donc nous demandons à les uns et les autres que Dieu, dans son amour, nous donne la paix. Notre pays a besoin d'un souffle nouveau. Notre pays a besoin que les citoyens vivent en paix, en harmonie, en communication avec Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, c'est difficile. C'est difficile de pardonner. Celui qui ne connaît pas Dieu, c'est difficile pour lui véritablement d'appréhender qu'il doit vivre pour le bonheur de ses semblables. La tradition chrétienne veut que l'on emporte après la messe les rameaux bénis pour orner les croix dans les maisons. Un geste de vénération et de confiance envers le Christ. À Boaké, dans la région de Gbeke, les fidèles chrétiens ont fait aussi des processions pour marquer cette journée importante, la fête des rameaux. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, vous allez le voir, a été célébrée. Les chrétiens ont chanté la victoire pascale dans plusieurs paroisses, comme nous le rapportent Ange Kouakou et Kodoukou, les gens de Dieu. Procession des disciples du Christ de Boaké-Nembo avec des rameaux pour célébrer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. À travers le dimanche des rameaux, les chrétiens revivent les moments où la foule accueille Jésus dans la cité de David comme un roi, le Messie attendu. Il y a, disons, 2000 ans, Jésus entre à Jérusalem avec les rameaux, avec les chants de joie, avec l'allégresse. On verra qu'à partir du vendredi saint, il va souffrir pour sauver les hommes.
On a dansé parce que c'est la joie qu'on ressent. Notre première intention, là, avec tout ce que Jésus a fait, c'est de faire de lui un roi. Il est bon de savoir que le dimanche des rameaux marque 2 événements majeurs. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ainsi que la passion du Christ. Cette solennité marque également le début de la Semaine Sainte. La Côte d'Ivoire, qui n'a pas manqué à ce rendez-vous de la fête des rameaux, est à l'honneur à Washington, aux États-Unis. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rencontré le nouveau président du groupe de la Banque mondiale en marge des assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale a réaffirmé son soutien au gouvernement ivoirien pour les projets déjà engagés et les chantiers à venir. Adam Okoni est notre envoyé spécial. Poignée de main très appuyée entre le tout nouveau président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, au siège de l'institution à Washington. La Côte d'Ivoire fait partie ainsi des premiers pays à prendre contact avec la Banque mondiale sous la présidence Malpass. Seulement 4 jours après sa prise de fonction. Tout un honneur, toute une opportunité. C'est une grande considération et un grand honneur qui a été fait donc, à la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est la reconnaissance du leadership du président de la République, son Excellence le président Ouattara, que nous ayons eu cette audience. Nous avons eu une séance de travail qui a été très fructueuse et elle-même était consécutive à une séance de travail que nous avons eue hier avec le vice-président de la région Afrique. Nous avons fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale pour noter que de 2012 à aujourd'hui, nous avons triplé les engagements de la Banque sur la Côte d'Ivoire. Et nous avons noté avec le président Malpass un engagement très fort de la Banque à accompagner notre pays pour relever donc, tous les défis donc, qui se présentent à nous, que ce soit en matière d'amélioration de nos infrastructures, que ce soit en matière d'amélioration du capital humain, que ce soit en matière d'accompagnement de la Côte d'Ivoire avec les outils, notamment du secteur privé, pour transformer nos produits agricoles. Je dirais que sur toutes ces questions, nous avons une oreille attentive du président de la Banque mondiale, du tout nouveau président de la Banque mondiale. Tout porte à croire que les échanges initiés à Washington se poursuivront au bord de la lagune ébriée. Et pour cause. Le président de la Banque mondiale nous a indiqué, puisque je lui ai passé le message du président de la République qui l'invitait à Abidjan, que c'est avec grand plaisir qu'il viendra donc en Côte d'Ivoire, où il était déjà allé en 1988. Je dois vous dire que cette rencontre était une rencontre de grande qualité et je suis très heureux donc, que nous ayons pu donc, discuter de toutes ces questions qui touchent à la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. Une visite qui se fera dans un climat de détente pour la Côte d'Ivoire. Le pays ayant progressé sur la mesure du climat des affaires, passant de la 177e à la 122e place au classement Doing Business et ayant mis au vert 14 indicateurs sur 20 du programme Compact du Millennium Challenge Corporation. Et le gouvernement ivoirien au travail pour le bien-être des populations opte pour une communication de proximité désormais. Le projet est dénommé La Voie du développement. Cette nouvelle façon de communiquer vise à permettre aux populations d'être au fait des réalisations de l'État ivoirien. Le ministre de la Communication, Sidi Touré, a donc entamé sa mission d'explication de ce projet à Soubré. Les journalistes sont mis à contribution pour relayer les informations auprès du public. Sam Kona. Le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement à Soubré, dans le cadre du renforcement d'une communication de proximité, avec comme invité les journalistes. L'étape de Soubré marque le début d'une tournée nationale, un nouveau rendez-vous trimestriel dénommé La Voie du développement. Cette activité initiée pour permettre à tout un chacun de découvrir les grandes réalisations du gouvernement et leur impact au sein des communautés, se veut par ailleurs un moment de communication directe avec nos concitoyens, de sorte à mieux les informer sur les sujets qui les concernent particulièrement, mais également de permettre aux ministères techniques de préciser les contours et les enjeux de leur politique sectorielle, notamment dans le cadre du programme social du gouvernement. Des panels ont été animés par des experts
sur l'état des lieux et impact des politiques sectorielles dans la région de la Nawa, notamment dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, des eaux et forêts et du tourisme. On note par exemple que la construction du barrage de Soubré a eu un impact positif sur les populations. 94% des villages ont été électrifiés. Les villages délocalisés du fait de la construction de ce barrage ont été reconstruits en matériaux modernes. Des écoles qui bénéficient de nouvelles salles de classe avec logement du maître. L'encadrement des jeunes par l'ANADER en technique d'élevage. Après les panels, le porte-parole du gouvernement a invité les journalistes à voir de près le barrage de Soubré et les villages reconstruits. Il nous était important pour nous de venir ici, sur le terrain, venir constater les politiques de développement de l'État de Côte d'Ivoire sur les populations. Et donc, pour que les journalistes que vous êtes, vous puissiez en faire le meilleur écho dans vos différentes rédactions. À la fin de cette journée, on comprend aisément que l'État travaille. Mais comme ce n'est pas relayé, la population ne voit pas réellement ce qui est fait. Mais aujourd'hui, à travers nos organes, à travers nos différents écrits, la population comprendra bien que l'État est à l'œuvre et travaille. Nous autres qui sommes loin des décisions, alors quand un membre du gouvernement arrive pour nous montrer ce qui se réalise dans nos régions respectives, c'est une très bonne chose. Pour marquer leur passage à Soubré, Sidi Touré et les journalistes ont planté chacun un arbre. Et on s'intéresse aussi à votre santé dans ce 20h. Un dialogue national sur le financement de la santé va bientôt démarrer. Du 15 au 18 avril prochain, tous les acteurs du système sanitaire et les partenaires au développement vont se mobiliser pour rechercher les ressources nécessaires en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé. On note un besoin financier de 1600 milliards de francs CFA selon le ministère de la Santé. Godefroy Okambawa. 1600 milliards de francs CFA, c'est le montant que doit mobiliser l'État de Côte d'Ivoire pour améliorer le système sanitaire. Pour ce faire, un dialogue national sur le financement de la santé se tiendra ici à Abidjan du 15 au 18 avril prochain. La première du genre en Côte d'Ivoire. Pour des réponses efficaces aux problèmes sanitaires rencontrés, le gouvernement a entrepris, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de nombreuses réformes. La couverture maladie universelle, la réforme du secteur pharmaceutique, la réforme hospitalière en sont quelques exemples. Mais une des problématiques importantes pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est le financement du secteur de la santé. Devant cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses différents partenaires du système de santé ont décidé d'organiser ce dialogue national sur le financement de la santé. Au cours de ce dialogue, il s'agira pour le gouvernement et ses partenaires au développement de réfléchir sur le mécanisme de mobilisation de ce fonds. Le dialogue national sur le financement de la santé va donc permettre de faire un plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes du secteur de la santé en vue de mobiliser des ressources, notamment domestiques, pour un financement accru et pérenne de la santé, afin de tendre vers la couverture sanitaire universelle en Côte d'Ivoire et de contribuer à l'atteinte des objectifs pour le développement durable. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à la clôture du dialogue par un message fort en faveur de la mobilisation des ressources pour le financement de la santé pour une meilleure santé des populations. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, cette rencontre de haut niveau sur le financement de la santé réaffirme la volonté du gouvernement à améliorer le système sanitaire ivoirien. Une question dans ce journal, pourquoi utiliser des ampoules basse consommation? Les experts répondent que c'est pour des questions économiques, mais aussi pour des questions écologiques. Nous recherchons aujourd'hui tous les moyens efficaces pour réduire les dépenses énergétiques de la maison. Alors, un choix, les lampes basse consommation, qui sont des ampoules plus économes en énergie. La Direction générale de l'énergie est en campagne de sensibilisation. Jean-Luc Bambo. Des ampoules économiques pour chaque ménage et partout sur le territoire.
C'est l'une des ambitions du projet Promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public en Côte d'Ivoire qui compte 5 actions phares, dont cette campagne de sensibilisation des populations dans le choix de leurs lampes. L'un des arguments est la réduction des factures de courant car une ampoule économique consomme moins et dure plus longtemps. Les lampes à incandescence sont effectivement moins chères sur le marché. On peut en trouver même à 300 francs, mais elles sont énergivores, elles consomment beaucoup d'énergie. Elles font augmenter les factures. Par contre, les lampes LED, c'est vrai qu'elles sont un peu plus chères à l'achat, mais elles durent plus longtemps et elles consomment beaucoup moins. Durant cette exposition, des collectivités et représentants de structures spécialisées ont apporté leur soutien afin que les populations soient conscientes des enjeux de ce projet. On voudrait inciter la population à s'approprier ce projet d'ampoule économique. Elle permet de faire des économies d'énergie. Et cela est également aussi intéressant pour notre capacité énergétique au niveau de la Côte d'Ivoire. La planète est déréglée et il y a des actions urgentes qui s'imposent. Et nous évoluons dans un secteur d'activité qui fait partie des leviers dont dispose l'État de Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre les changements climatiques. C'est ce qui nous amène à nous associer à cette campagne de promotion. Quant aux consommateurs, certains utilisent déjà ces lampes économiques et constatent leurs avantages. Chez les ampoules LED que nous utilisons chez moi, ça consomme moins, c'est clair aussi, ça ne dégage pas de chaleur. En tout cas, moi je préfère. Les ampoules à incandescence sont interdites de vente en Côte d'Ivoire depuis le 1er janvier 2019. Cette campagne de sensibilisation vient booster cette mesure et se tiendra dans 12 chefs-lieux de district à l'intérieur du pays durant 2 semaines. Abidjan se prépare à abriter la 2e édition de l'Université d'été des professionnels de la gestion des projets de développement qui aura lieu donc du 8 au 12 juillet prochain. L'information a été donnée par le réseau africain des professionnels de la gestion des projets et de développement. L'objectif est de renforcer les capacités des gestionnaires de projets, entre autres les collectivités locales. On en sait plus avec notre reporter Chef Koné. Les nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructure et d'équipement en Afrique, c'est le thème qui va sanctionner la 2e édition de l'Université d'été des professionnels de la gestion des projets de développement, UPGP. Environ 300 professionnels provenant d'une dizaine de pays sont attendus. Cela va nous permettre de renforcer les capacités de tous les décideurs, tous les acteurs des secteurs publics et privés. C'est sur comment on monte des projets d'infrastructure qui peuvent avoir la chance d'avoir des ressources financières. Comment est-ce qu'on mobilise les ressources? Comment est-ce qu'on exécute ces différents projets? L'objectif de l'UPGP est de contribuer au renforcement des capacités des décideurs et acteurs publics et privés, afin de mobiliser des ressources pour le financement de projets de grande ampleur. Car ce n'est un secret pour personne, en Afrique, les performances en matière d'infrastructure restent peu satisfaisantes malgré les progrès importants réalisés dans certains secteurs. Surtout que la problématique du financement demeure le principal obstacle. Comme souvent les ressources ne suffisent pas et que les besoins sont très élevés, ces genres d'occasions qui sont mises en place, des genres d'occasions qui sont là, permettront à ne point douter aux autorités de trouver des solutions à ces problèmes-là. Durant 3 jours d'échange et de partage d'expériences, les participants bénéficieront d'une mise en relation d'affaires pour faciliter le financement de leurs projets. Une initiative saluée par le gouvernement. Une faiblesse qui a été donnée de voir en matière de défis de développement, c'est la faible capacité des acteurs à réfléchir les projets de développement, à élaborer les projets, à mobiliser les ressources financières, mais surtout à procéder à l'entretien et au suivi des projets qui nécessitent quelquefois des financements très importants. La première édition de l'UPGP s'est tenue en 2018. Elle a enregistré 469 participants. On parle culture avec la Fondation Children of Africa qui a lancé cette semaine à Jacquesville, dans la région des Grands Ponts, la première édition du mois du livre 2019. Cette cérémonie a pour objectif d'éduquer, de sensibiliser les élèves et étudiants des régions de Côte d'Ivoire sur les avantages de la lecture. Jean-Marc Gagui, Issa Tchonoyeo. Une bibliothèque bus pour promouvoir la lecture chez les enfants, élèves et étudiants dans la région de Jacquesville. Voici le sens de la première édition du mois du livre 2019 organisée par la Fondation Children of Africa et l'ONG Unclo Bakan. Personnalités de la culture et autorités de la région des Grands Ponts ont apporté leur soutien à ce projet. Le Bibliobus a été initié par la présidente fondatrice, la première dame, Madame Dominique Ouattara, en 2008.
C'est parti d'un constat, il n'y a pas de bibliothèque, les bibliothèques se font rares dans les établissements et dans les communes. Elle a souhaité mettre en place ce bibliobus pour permettre aux enfants d'avoir accès aux livres et de découvrir les bienfaits du livre. Aujourd'hui, à la demande du maire et de l'ONG Nklo Bakan, nous sommes venus à Jacquesville pour 3 mois et pour les accompagner dans le mois du livre. La lecture me donne la connaissance. Je demande à mes camarades d'apprendre à lire et d'apprendre à écrire. Cette cérémonie de lancement fut l'occasion de faire l'ouverture officielle d'une librairie au profit des écoles de Jacquesville. C'est vrai, les enfants vont voir les images à la maternelle, mais il faut qu'ils puissent reproduire cela. Après, dans le primaire, il faut pouvoir lire les livres que Madame la Première Dame donne et faire un résumé. Et dans le secondaire, de faire des mots fléchés, des mots croisés, pour qu'ils comprennent que sans la lecture, ils ne peuvent pas réussir ce genre de concours. Et à la fin, leur donner un petit prix pour ça. La semaine du livre avec le bibliobus, avec aussi nos partenaires de librairie qui sont en train de nous aider à pouvoir encadrer nos enfants. Je dis, les deux ensemble, on peut réussir ce que nous sommes en train de faire. Le mois du livre, avec les tournées du bibliobus dans la région des Grands Ponts, s'étendra au reste de la Côte d'Ivoire. Je vous propose maintenant de faire escale dans le village d'Erimakoudjé, dans la commune d'Agboville. Ce village vient d'avoir un nouveau chef. Son nom, Nana Kokolachimou Séraphin, colonel des douanes à la retraite. Il a été officiellement installé par les autorités préfectorales du département d'Agboville qui l'ont remis son arrêté de nomination. Le nouveau chef est le choix des populations. Son intronisation met fin à une longue vacance du pouvoir dans cette localité. Eugène Atoubi. Assuré du total soutien des populations acquises à sa cause, le nouveau chef du village d'Erimakoudjé 2 brandit l'arrêté préfectoral qui fait de lui le relais officiel de ce village de la commune d'Agboville avec l'administration locale. La transition s'est passée de manière pacifique. J'invite tous mes frères, toutes mes soeurs à nous mobiliser autour du chef du village afin de conduire notre village au développement. Erimakoudjé 2 a connu une vacance de pouvoir longue de 3 années. Le précédent chef de village a été destitué pour désharmonie avec les populations sur la gestion des affaires du village. C'est le chef de terre qui assurait la fonction de chef de village. Aujourd'hui, Erimakoudjé 2 écrit une nouvelle page de son histoire. Et les chefs du village sont les chevilles ouvrières, donc dans les villages, à susciter la participation et à mettre en mouvement toute cette dynamique communautaire que nous voulons. Que le chef, dès l'instant où il a reçu son arrêté de nomination, il devient l'autorité investie. À partir de ce moment, tout manquement à son égard est passible de poursuite judiciaire. Le chef appartient à toute la population. Le traduit le pagne symbolique qui lui a été remis, qui rassemble l'ensemble des couleurs témoignant du mélange de la population. Et donc c'est une fin heureuse. Le nouveau chef d'Erimakoudjé 2 est colonel des douanes à la retraite. Les populations, les cadres, les élus et l'administration attendent de lui qu'il coordonne les actions de la mutuelle du village pour le développement et le progrès d'Erimakoudjé 2. Sur le terrain politique, le ministre Amédée Kouakou Kofi poursuit sa tournée d'explication et de sensibilisation à la paix. À la tête d'une forte délégation de son parti, le cadre du RHDP a échangé ce week-end avec les leaders de communautés de Diabo et de Botro. Question abordée avec ses 120 chefs coutumiers, la paix et l'actualité politique nationale. Léon Bro. Échange direct entre 84 chefs coutumiers Glo et des élus et cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, conduit par le ministre Amédée Kouakou. Comme ici à Diabo, même exercice avec 30 chefs traditionnels satiklan de Botro. Sujet abordé avec ses garants des us et coutumes, aux côtés desquels des présidents de jeunes et de femmes, la cohésion, la paix et le développement, des idées au programme du RHDP, ce parti des disciples de l'apôtre de la paix, feu le président Félix Houphouët-Boigny, toujours selon le ministre Amédée Kouakou, pour recréer le progrès et le bien-être. Les chefs ont des problèmes de route, des problèmes d'école, des problèmes de centre de santé. Tous ces éléments-là qui sont des éléments qui contribuent au développement, au bien-être des populations. Mais nous leur avons dit, au nom du président de la République, que tout ça ne peut se faire que dans la paix et dans la cohésion.
Le désaccord entre les deux ex-alliés et les tentatives pour les réconcilier ont été également expliquées aux populations, tout comme la nécessaire reconstitution de l'unité ivoirienne, une autre raison de la création du RHDP. Les enfants de Fort-Boigny, depuis 2011, ont travaillé ensemble. Il est bon qu'on continue de travailler ensemble. Lorsque les enfants de Fort-Boigny sont unis, c'est la paix et la stabilité dans ce pays. Et je pense que c'est ce que le président de la République souhaite et c'est ce que nous avons expliqué à nos parents. Et je pense que les parents ont bien compris ce message de paix et de cohésion. Ils nous ont chargé donc de dire au président de la République qu'ils sont avec lui et qu'ils restent à l'écoute pour l'ensemble des mots d'ordre qu'il va leur porter. Ces échanges avec les chefs coutumiers, pourtant tenus par le devoir de réserve politique, se justifient selon les émissaires du RHDP par le droit à l'information dans ce contexte politique national non moins confus. Dans l'actualité sportive en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien abritera du 16 au 20 avril prochain les championnats d'Afrique d'athlétisme des cadets et juniors. Avant le coup d'envoi de la compétition, le Conseil exécutif de la Confédération africaine d'athlétisme tient sa réunion et son congrès électif pour trouver le nouveau président de cette instance. À l'étranger au Soudan, le nouvel homme fort du pays, le général Abdel Fattah Burhan, qui promet la rupture avec le régime du président déchu, Omar el-Béchir. Hier samedi, quelques heures après sa nomination à la tête du conseil militaire chargé de la transition, il a fait une série d'annonces, parmi lesquelles la promesse d'ouvrir un dialogue avec les partis politiques pour évoquer l'avenir du Soudan. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Woyon Télé-Soro et Gabriel Zani. Le lundi, au Grand Palais de Paris en France, les résultats de la consultation du grand débat national ont été présentés par le Premier ministre français Édouard Philippe. Lancée le 15 janvier dernier, la tournée de collecte des propositions avait pour objectif de recueillir les avis afin de mieux répondre aux préoccupations soulevées par la crise des Gilets jaunes. Le gouvernement français aura donc plus de suggestions pour répondre aux questions de cette crise qui dure depuis des mois en France. Le Parlement algérien a choisi mardi Abdelkader Ben Salah comme président intérimaire pour assurer la période de transition après la démission d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril. En tant que chef d'État, Abdelkader travaillera à la succession de Bouteflika pendant 3 mois. La présidentielle en Algérie est fixée au 4 juillet prochain. En Israël, le parti liquide de Benjamin Netanyahou remporte 65 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien. Il devance son adversaire Benny Gantz dans ses législatives en obtenant 55 votes de soutien. Une victoire attendue par le parti du Premier ministre israélien qui remplit les points 5e mandat. Le président Omar el-Béchir, qui dirigeait le Soudan depuis 30 ans, a été renversé jeudi par un coup d'État de l'armée après un soulèvement populaire. Le général Awad Ahmed Benaoud, ministre de la Défense, annonce la démission d'Omar el-Béchir et prend la tête du Conseil militaire de transition. Mais il sera remplacé à ce poste par le général Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman. Le général a prêté serment vendredi et devient ainsi le 2e militaire à prendre la tête de la transition dans le pays. Les 24 équipes qualifiées sont désormais fixées sur leurs adversaires de la phase de groupe. La Confédération africaine de football a procédé vendredi au Caire en Égypte au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le pays accueille cette compétition pour la 5e fois de l'histoire. Le match d'ouverture opposera l'Égypte au Zimbabwe. L'avion de la société américaine Stratos de 117 mètres est le plus grand avion au monde. Il a décollé pour la première fois lors de son essai en vol le samedi. L'appareil s'est maintenu dans le ciel californien pendant 10h30. L'avion 6 moteurs a été construit sur le modèle des satellites et fusées. Voilà 5 ans ce dimanche 14 avril 2019 qu'elles ont été enlevées par Boko Haram, les écolières de Chibok. Leur enlèvement a eu lieu le lundi 14 février 2014 à l'internat dans le nord-est du Nigeria, alors qu'elles étaient en pleine semaine d'examen du baccalauréat. Sur les 276 élèves prises en otage, 57
avaient pu s'échapper le jour du kidnapping. 107 ont été libérés grâce aux négociations. 112 jeunes filles sont toujours introuvables. Ainsi va le monde. Merci de votre aimable attention. Demain 20h, vous serez en compagnie de Fatou Fofana.